Suzanne Polgar vit et travaille à New York. Elle a une façon très inhabituelle de voir le monde. Suzanne possède un cerveau de génie, parfaitement adapté à l'obsession de sa vie. Elle a été la première femme au monde à devenir grand maître aux échecs. Mais elle n'est pas née avec ce cerveau hors du commun. Il a été façonné par une enfance étonnante. Suzanne Polgar est la preuve vivante d'une théorie extraordinaire. Tout enfant peut devenir un génie. Un dimanche matin, à Greenwich Village, deux joueurs d'échecs vont s'affronter. Côté blanc, Suzanne Polgar. Côté noir, Paul Twong, ancien champion des États-Unis d'une forme de jeu extrêmement rapide. Le Blitz. Chaque joueur dispose de 60 secondes, pas une de plus. C'est la démonstration ultra rapide du génie des échecs. Vous contrôlez votre destinée. C'est votre cerveau contre celui de l'adversaire. Comprendre le fonctionnement du cerveau de Suzanne peut nous aider à révéler le potentiel d'une autre. À savoir, comment certaines personnes prennent des décisions de vie et de mort plus vite qu'un superordinateur ou font des prouesses de mémoire dans leur profession. Et pourquoi, dans la lutte des sexes, le cerveau d'une fille peut être plus habile que celui d'un garçon. Je suis persuadée que l'on peut réussir tout ce que l'on veut, si on s'y consacre vraiment. Personne ne peut arrêter le cerveau de Suzanne. Et son adversaire n'est pas assez rapide. Il est le dernier d'une longue série de victimes célèbres. Suzanne a affronté les plus grands champions, comme Garry Kasparov, Anatoly Karpov et même le célèbre Bobby Fischer. Mais le génie de Suzanne n'est pas un accident de naissance. Elle a été une enfant de 4 ans comme les autres, dont la vie a été changée par une éducation exceptionnelle. Suzanne Polgar a grandi dans un univers très différent de celui de New York. À la fin des années 1960, derrière le rideau de fer, la Hongrie vit encore sous le joug de l'Union soviétique. Les citoyens de Budapest travaillent dur pour joindre les deux bouts. La future reine des échecs n'est pas née princesse. Je suis venue au monde dans cette rue et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. La maison est encore là. Le mur le plus proche est celui de ma chambre. C'est là que j'ai appris à jouer aux échecs. La deuxième pièce était la chambre de mes parents et la salle de séjour. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Même si leurs conditions de vie à cette époque sont modestes, le père de Suzanne a une vision unique. Psychologue de formation, László Polgár est l'auteur d'une étude approfondie sur l'influence de l'éducation sur le génie. Wolfgang Amadeus Mozart, qui composait à l'âge de 5 ans, semble être l'exemple classique de l'enfant né avec des dons extraordinaires.
Mais László Polgár note que Mozart a reçu de son père Léopold, lui-même musicien accompli, un apprentissage précoce et inestimable. Il en conclut qu'une formation spécialisée est plus importante que les dons naturels, et il conçoit un projet étonnant pour vérifier la validité de sa théorie. Quand Suzanne Polgár naît en avril 1969, le projet pédagogique de la famille Polgár a déjà débuté. Le père a publié un livre intitulé « Le phénomène Polgár » ou « L'art de former des génies », dans lequel il affirme que le génie n'est pas inné, mais acquis. Il est écrit ce qui veut dire le génie résulte du travail et de circonstances favorables. Les circonstances favorables sont le foyer heureux créé par László et sa femme Klára. Le travail sera garanti par László qui fera lui-même l'éducation de sa fille à la maison. Mon père pensait que tous les enfants avaient un potentiel inexploité. Selon lui, aller à l'école ne m'apporterait pas grand-chose de plus. László veut former Suzanne aux mathématiques, mais c'est un heureux hasard qui finit par décider de son avenir. Un jour, en voulant dénicher un nouveau jouet dans un placard, j'ai fait tomber un jeu d'échecs. J'ai demandé ce que c'était à ma mère, qui m'a répondu « C'est un jeu d'échecs, je ne sais pas m'en servir. Mais quand ton père rentrera à la maison ce soir, il sera heureux de t'apprendre. » La famille Polgár ne compte aucun as des échecs, et László est un joueur amateur. Mais il est convaincu de pouvoir faire de sa fille un génie dans n'importe quel domaine, à condition qu'elle y mette de la bonne volonté. Mon père soutient qu'on serait arrivé au même résultat dans tout autre domaine, avec les mêmes méthodes. D'abord, il est vital que l'enfant aime le sujet étudié, dans notre cas, les échecs. Le reste vient tout seul. Tout seul, oui, si Suzanne avait choisi d'étudier la musique ou les sciences. Mais consacrer son enfance aux échecs a rendu la quête du génie bien plus difficile pour une raison et une seule. Au début des années 1970, le monde des échecs est dominé par les hommes. Quelques-uns des plus grands joueurs au monde pensent que le cerveau de la femme est inadapté à ce jeu. Une petite fille est sur le point de leur donner tort. Le parc de Blenheim Palace, dans le comté de l'Oxfordshire. Il abrite l'un des plus grands labyrinthes végétaux au monde. Pour en sortir, il faut un solide sens de l'orientation, éternel sujet de discorde entre hommes et femmes. Comme chacun sait, l'homme ne demande jamais son chemin. Il croit qu'il saura mieux qu'une femme comment aller d'un point A à un point B. Le professeur Peter MacLeod est ici pour savoir si, de temps en temps, les hommes pourraient bien avoir raison. Il existe de nombreuses idées reçues sur les stratégies différentes de l'homme et de la femme pour résoudre un problème. Certaines pourraient être fondées sur des préjugés, mais on s'est rendu compte que les mêmes stéréotypes circulaient dans toutes les cultures. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu. 10 filles et 10 garçons vont tenter d'atteindre la statue au centre du labyrinthe. Leur premier objectif est de trouver le pont de bois qui donne une vision d'ensemble du dessin. C'est ici que MacLeod et les enfants vont faire le point. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très dur. Tu reconnais des endroits? Où es-tu déjà allé? J'ai contourné le truc là-bas avec les zigzags. Ensuite, je suis venu ici. Je me souviens de presque tous les tournants que j'ai pris.
Les garçons ont une meilleure vue d'ensemble. Ils se rappellent où ils sont passés et où ils doivent maintenant aller. Je dois continuer. Dans cette direction. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Je tourne à droite. Non, à gauche. Oh là là. Le cerveau est divisé en deux hémisphères, le gauche et le droit. Leur fine surface, le cortex, est le siège de la pensée. Chez l'homme, le cortex de l'hémisphère droit, qui gouverne la maîtrise de l'espace, est plus épais. C'est pourquoi l'on pense que les garçons développent une meilleure stratégie spatiale. Ils forment une image mentale du labyrinthe tout entier, qu'ils lisent comme une carte. Puis ils déterminent l'endroit où ils se trouvent à partir d'un point de référence comme le soleil et font pivoter leur carte mentale pour décider où ils se dirigeront ensuite. Les garçons de l'équipe, qui ont une meilleure perception spatiale, auront moins de mal que les filles à trouver leur chemin dans le labyrinthe. À droite. Les filles vont-elles réfléchir de la même manière? Tu serais capable de faire un plan du labyrinthe en sortant? Non, Non? Tu te souviens de quoi? de l'endroit où il y a tous les cercles. On va de cercle en cercle. Tu visualises les cercles, c'est ça? Oui. Les filles s'attachent moins à la vision d'ensemble. Ce qu'elles remarquent, ce sont les détails. Je sais où aller maintenant. Une fois que je serai sortie des cercles, Des haies circulaires reconnaissables leur servent de point de repère. Filles et garçons utilisent leur cerveau droit pour s'orienter. Mais chez les filles, le corps calleux, qui réunit les deux hémisphères du cerveau, est plus développé. C'est pourquoi elles se servent aussi de leur hémisphère gauche, lieu du langage et du raisonnement. Plutôt que de voir le labyrinthe dans son ensemble, elles concentrent leur attention sur des caractéristiques qu'elles peuvent décrire avec des mots, comme les haies circulaires. Les filles s'orientent en suivant une succession de lignes qui relient un point de repère à un autre. Mais sans vue d'ensemble du labyrinthe, elles risquent de ne pas les retrouver et se perdre. c'est énervant. Les filles ont plus de mal à s'orienter dans ce labyrinthe car il a peu de caractéristiques visuelles. Toutes les haies se ressemblent. On distingue des formes, mais aucun endroit précis ne reste en mémoire. Les scientifiques constatent invariablement que les garçons arrivent en tête dans ce type de labyrinthe, grâce à leur carte mentale. J'y suis. Lorsque les points de repère sont plus visibles, ce sont les filles qui gagnent. Mais aujourd'hui, elles doivent se contenter de la seconde place. Je l'ai trouvé. Au début des années 70, il va de soi que les échecs demandent aussi une façon de penser masculine. Pour réussir aux échecs, comme pour sortir d'un labyrinthe, il faut se faire une représentation spatiale de l'échiquier et des pièces. Mais c'était avant Suzanne Polgar. Alors qu'elle n'est encore qu'une petite fille, son père cherche à démontrer que les différences cérébrales entre hommes et femmes n'ont aucune importance. L'homme et la femme n'ont pas le même cerveau. Ils pensent différemment. Je ne le conteste pas. Cela ne veut pas dire que le sexe masculin ou féminin soit supérieur à l'autre. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Nous ne sommes pas tous obligés d'agir et de penser de la même manière pour réussir. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Quelques mois après lui avoir appris à jouer aux échecs, Laszlo emmène sa fille dans le club le plus prestigieux de Budapest, Voros Meteor. Suzanne va se heurter à l'opposition des hommes à plus d'un titre. Je ne suis pas revenue ici depuis plus de 15 ans. Ça a été mon tout premier club d'échecs. La première fois, c'était fin 1973 ou début 1974. Jusqu'ici, rien n'a changé. Je suis entrée dans une grande salle enfumée, pleine d'hommes âgés. Ils pensaient que c'était mon père qui allait jouer.
et que je l'accompagnais. En réalité, mon père avait prévu de me faire jouer contre les membres de ce club. Ces hommes prennent Laszlo pour un fou. Ils veulent bien faire plaisir à une jolie petite fille, mais ne sont pas préparés à ce qui va suivre. Ce jour-là, Suzanne inaugure ce qui deviendra une habitude chez elle, battre un homme aux échecs. Après avoir perdu contre moi, de nombreux hommes sont venus me voir en me disant « J'ai mal dormi, ça m'a rendu malade, j'ai eu mal au ventre ». Il y en a eu toute une série. Alors j'ai commencé à dire en riant que je n'avais jamais battu un homme bien portant. Le seul homme qui ne soit pas étonné, c'est Laszlo Polgár. Il construit son enseignement sur une faculté mentale qui ne serait pas propre à un hémisphère du cerveau plutôt qu'à un autre. Une fille peut l'acquérir aussi rapidement qu'un garçon. Bientôt, Suzanne bat les hommes du club, les yeux fermés. Elle va disputer une partie pas comme les autres. Tu es prête? Tu prends les blancs. D'accord. E4. E4. C5. Cavalier en C3. Ed, un ami de Suzanne, a un échiquier posé devant lui comme pour une partie normale. Cavalier en C6. Mais Suzanne n'en a pas besoin. Elle joue dans sa tête. Le seul échiquier dont elle a besoin est dans son imagination. F5. Fais attention. Les amateurs comme Ed ont besoin de l'échiquier pour suivre les mouvements des 32 pièces. Je vais jouer en G5. Suzanne, elle, se sert d'une aptitude fondamentale aux échecs, la mémoire. Jouer sans échiquier contribue à exercer sa mémoire, ce qu'elle fait depuis l'enfance. Je vais sacrifier mon cavalier. Cavalier prend G5. Tu sacrifies un cavalier. Elle peut disputer jusqu'à 5 parties dans sa tête en même temps. Pion prend G5. Fou prend G5. Tour en E8. La tour prend F3. Cavalier en E5. Tour en G3. Roi en F8. La reine se fait menaçante. Cavalier en G4. Reine en H8. Échec. C'est fini. Roi en E7. Échec et mat. Suzanne, t'as une drôle de façon de dire bonjour. Ce qu'accomplit Suzanne aux échecs est un exploit. Elle ne devrait même pas en être capable. Une tâche continue comme une partie d'échecs est contrôlée par une fonction mentale appelée mémoire de travail, située dans la zone préfrontale du cerveau. Les cellules nerveuses, ou neurones, stockent les informations en envoyant des signaux électriques qui se transmettent d'une cellule à l'autre et forment un immense réseau. Mais ces connexions meurent en quelques secondes, rendant notre mémoire de travail limitée. Imaginez un bloc-notes temporaire qui ne pourrait stocker que 7 éléments. C'est ce que la plupart des personnes peuvent se rappeler. Quelles sont les capacités exactes de la mémoire de travail de Suzanne? Thompson Street, dans l'un des nombreux clubs d'échecs en terrasse de cette célèbre rue de New York, Suzanne a bien voulu se prêter à un petit test de mémoire. Peut-elle mémoriser toutes les pièces et pions de cet échiquier? Il y a 28 éléments d'information. Pour corser le jeu, l'échiquier a été collé sur une camionnette en mouvement. Suzanne n'a que 3 secondes pour regarder le diagramme. Regardez. Sa mémoire de travail fonctionne à plein régime et en a fait une copie exacte.
Pour expliquer cette prouesse, un scientifique s'est déplacé dans un endroit inhabituel. Les clients de ce restaurant londonien ne savent pas que leur table est sous surveillance. Il procède dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le psychologue Anders Ericsson a consacré 30 ans à l'étude de la mémoire exceptionnelle de personnes qui ne sont pas tous de grands joueurs d'échecs. Nous nous intéressons de plus en plus aux performances de la vie quotidienne, aux gens capables de prouesses extraordinaires. Il s'attend à une performance pleine de bravoure de la part du serveur espagnol Vicente Sancho. Je crois que j'ai une bonne mémoire. J'ai hérité de celle de ma grand-mère. Je peux prendre votre commande? Oui. Une vodka, s'il vous plaît. Et ensuite, le risotto de calamar. Risotto? Il commande les boissons en même temps que les plats. Ça ne va pas être facile pour lui. Vous avez de la bière? Seulement chinoise. De bière? Pour commencer, je prendrai les gnocchis à la châtaigne. Tout comme celle de Suzanne, la mémoire de travail de Vicente doit retenir un grand nombre d'informations. Mais il ne note jamais rien. Les calamars sautés pour commencer, s'il vous plaît. Et ce n'est pas fini. Le risotto, et vous? Une caponata. Caponata? À point. À point? Le risotto noir. Un risotto noir? Ensuite, je prendrai les gnocchis. Combien de commandes sa mémoire de travail va-t-elle pouvoir gérer? Je récapitule. La vodka, le risotto noir avec l'arrêt, une bière avec les gnocchis, le bœuf à point, un risotto noir, un bar avec un gin tonic. Vicente paraît avoir retenu plus de 7 éléments. Un pinot grigio avec le foie gras, votre bœuf à point, un verre de sauvignon, le risotto noir et la lotte. Pour madame, un verre de pinot grigio, les gnocchis et le Saint-Pierre, et 2 bouteilles d'eau. Parfait, merci. 23 éléments à retenir. Impressionnant. Comme Suzanne, Vicente semble dépasser les capacités habituelles de la mémoire de travail. Le bœuf à point? Comment fait-il? Je suis très impressionné. J'aimerais comprendre comment vous avez fait. Savez-vous par quel client ou par où vous allez commencer? Oui, je préfère commencer par ma gauche. Dans l'ordre, d'abord la femme brune qui porte un chemisier blanc et un jean, puis la blonde avec les cheveux presque blancs. Elle n'avait pas l'air sûre de ce qu'elle voulait commander. Vicente n'a pas mémorisé les 23 éléments individuellement. Il a fusionné les informations de manière à obtenir 7 blocs qui seront plus facilement gérés par sa mémoire de travail. J'associe la personne, les dates et le numéro. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça forme un tout. Il forme une image mentale de chaque client, puis il y accole sa commande. Cette technique, connue des spécialistes de tous les domaines, est appelée mémorisation par bloc. C'est comme avec les numéros de téléphone. L'un des plus faciles que j'ai eu était le 492 1 492. 1492, c'est l'année où Christophe Colomb a découvert l'Amérique. À partir de là, je n'avais plus à me rappeler les chiffres individuellement. Les 4 chiffres fusionnés étaient extraits de ma mémoire sous la forme d'un seul nombre. Suzanne traite les informations de la même manière. Au lieu de retenir la position de chacune des pièces de l'échiquier, elle les regroupe. La figure menaçante de la dame et des fous blancs est mémorisée en un seul bloc. Le roi noir, très protégé, en est un autre. Suzanne n'a plus qu'à mémoriser 5 blocs.
Une tâche beaucoup plus facile. Sans cette technique, sa mémoire ne serait pas meilleure que la vôtre. En voici la preuve. Sur l'échiquier collé de l'autre côté de la camionnette, les pièces ont été disposées au hasard par quelqu'un qui ne connaît rien aux échecs. Cette fois, il n'y a aucun bloc reconnaissable. Suzanne doit mémoriser 24 pièces individuellement. Et elle n'y arrive pas. Toutes les pièces étaient disposées au hasard. C'est beaucoup plus difficile à retenir, surtout en si peu de temps. Comment Suzanne reconnaît-elle les figures d'échecs? Pour elle, ce sont de vieilles amies, implantées dans son cerveau pendant son enfance. Enfant, Suzanne Polgar a vécu dans cette cité de Budapest. On y est presque. Le minuscule appartement familial est une usine de production où le cerveau de Suzanne est façonné pour les échecs. Les locataires actuels ne savent pas qu'un génie a formé ses premiers souvenirs entre ses murs. Rien n'a changé. Le téléphone était là. Quand on a enfin eu notre premier téléphone, on l'a posé là. Et ici, c'était le salon. C'est ici que Suzanne a fourni le plus gros effort de sa vie, jusqu'à 6 heures par jour. J'avais un mur entier de livres sur les échecs, une collection de 4 à 5 000 titres. J'avais même un catalogue de 200 000 parties qu'on avait découpées à la main dans divers magazines spécialisés et journaux, et triées par ouverture et par joueur. C'est ce travail de titan qui a permis à Suzanne, durant toute son enfance, de graver les secrets complexes des échecs dans sa mémoire. Le nombre de combinaisons possibles est comparable au nombre d'atomes dans l'univers. Mais les figures d'échecs représentent l'ordre dans le chaos. Les mêmes figures, bien que petites, apparaissent encore et encore dans différents jeux. Elles sont le vocabulaire de base de la langue des échecs. La majorité des enfants de 10 ans ne connaissent que 10 000 mots. Au même âge, Suzanne apprenait 100 000 figures d'échecs. Ce processus va transformer la physiologie de son cerveau. Lorsqu'elle est constamment répétée, l'information passe de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. La mémoire de travail ne conserve les éléments que pendant quelques secondes. Au-delà, les connexions électriques meurent et c'est l'oubli. Dans la mémoire à long terme, la répétition des courants électriques stimule les neurones et entraîne la formation de nouvelles connexions permanentes. L'information mémorisée est maintenant inscrite dans le cerveau, où elle sera conservée toute la vie. Comme celle de tout un chacun, la mémoire à long terme de Suzanne a stocké des visages et des expériences. Puis, elle a stocké des figures d'échecs. Au début des années 1980, l'usine Polgar augmente son rendement. Les deux sœurs cadettes de Suzanne, Sophia et Judith, entrent dans la course au génie. En quelques années à peine, la famille est prête à prendre d'assaut le monde des échecs. À 15 ans, Suzanne est classée meilleure joueuse féminine au monde. Au New York Open de 1985, elle fait sensation en battant pour la première fois un grand maître. En 1989, Judith remporte à 12 ans 8 tournois d'affilée. À 14 ans, Sophia anéantit 4 grands maîtres avec l'un des meilleurs scores de tous les temps. En les voyant assises devant l'échiquier, j'ai tout de suite senti qu'elles n'étaient pas comme les autres joueuses.
Aujourd'hui encore, Suzanne impressionne. Comme ses sœurs, elle paraît jouer un nouveau coup aussi facilement qu'elle respire. On dirait qu'il y a une liaison directe entre leur cerveau et le doigt qui déplace la pièce. Le cerveau humain ne devrait pas être capable de choisir le meilleur coup. Il existe autour de 4 milliards de combinaisons possibles uniquement pour les 3 coups à venir. Seul un superordinateur peut faire ces calculs. Alors comment Suzanne arrive-t-elle à jouer à une telle cadence? Pour William Marston, la seule explication réside dans le fait que son cerveau exploite un savoir-faire très humain. Nous couvrons d'éloges les bons calculateurs, mais nous considérons comme allant de soi toutes sortes de facultés mentales intuitives. Le concept de l'intuition semble tenir davantage de la magie que de la science. Pour William Marston, en revanche, l'intuition est un talent particulier que possèdent de nombreux spécialistes de tous les domaines et que l'on peut expliquer. William Marston est psychologue de formation et ancien champion d'échecs du Royaume-Uni. Finalement, ce n'est pas si difficile. Mais aujourd'hui, il repart de zéro comme apprenti pompier. Il veut comparer ses talents de novice à ceux d'un sapeur-pompier aguerri, Lee Cork. D'abord, jetez un coup d'œil rapide à la fumée qui sort de là. Je vais entrer là-dedans? Oui. Ils vont devoir affronter un adversaire terrible. C'est le genre d'embrasement éclair qui a tué 5 pompiers. Ma femme a toujours dit que j'irai en enfer. Il n'a aucune expérience, mais il croit en la logique de son plan d'attaque. Il compte maîtriser un côté du feu, puis passer rapidement à l'autre. À gauche? Où il va? À droite? Raté. Mais il n'arrive à rien. Les flammes prennent des directions qu'il n'a pas prévues. Elles reviennent vers moi. Soulève. J'essayais d'appliquer des règles. Je m'arrêtais pour réfléchir et je regardais le résultat de ce que j'avais fait. Il y a trop d'eau. Tout ce que Marston a obtenu, c'est un nuage de vapeur brûlante. C'est enfumé. Il essaie encore de s'en sortir par la réflexion. Mais à force d'analyser, il est comme paralysé. On n'a plus aucune visibilité. Restez accroupi. William Marston a appris à ses dépens comment trop de réflexion pouvait tuer l'action. Le pompier Lee Cork lui en fait la démonstration. Il faut refroidir le foyer. Pour un sapeur-pompier, la présence de flammes dans le plafond de fumée est signe de danger. Il réagit instantanément en refroidissant les flammes, sans avoir besoin de réfléchir. Quand on a fait quelque chose un certain nombre de fois, on n'a même plus besoin de réfléchir à la façon de le faire. Plus important encore, on devine ce que sera le résultat de cette action et on se prépare au coup suivant. L'intuition serait donc un savoir-faire acquis. Elle s'appuie sur l'expérience et suppose de reconnaître puis de réagir à des situations familières. Et aussi étonnant que cela paraisse, les joueurs d'échecs se servent davantage de leur intuition que du calcul. On ne calcule pas à partir d'une position, on n'étudie pas une liste de possibilités. On sent ce qu'il faut faire et on le fait sans réfléchir. Un amateur perd un temps précieux à étudier différentes possibilités. Un grand maître joue le meilleur coup sans réfléchir. Je dois faire confiance à mon instinct, mon intuition. C'est de la reconnaissance de forme, si vous voulez. Pour chaque coup, je me demande que me dicte mon instinct. Quel est le meilleur coup? Il faut deviner intelligemment, en se basant sur des parties d'échecs et des expériences passées. Suzanne devine les coups de son adversaire avant même qu'il les joue.
Preston Lasker a la sensation qu'elle lit dans ses pensées. C'était hallucinant. J'avais l'impression de jouer contre Michael Jordan. Elle fonctionne surtout par la reconnaissance de forme. Elle n'a pas besoin de réfléchir autant que moi. Chez elle, c'est instinctif. C'est ce talent qui distingue les champions des autres. Suzanne est si douée qu'une zone de son cerveau pourrait être dédiée à la reconnaissance de forme. Grâce aux techniques modernes d'imagerie médicale, on va pouvoir l'identifier. Mais il y a un problème. Le cerveau est si complexe que trouver une structure donnée est une tâche quasi impossible. Sauf en cas de dysfonctionnement de l'activité cérébrale qui met parfois les scientifiques sur la bonne voie. Rédactrice en chef adjointe du Times, le prestigieux journal britannique, Marianne Sigart est au sommet de sa profession. Mais elle ne sait pas reconnaître certaines formes familières. Chaque semaine, j'écris une rubrique qui est relue par un des nombreux correcteurs du journal. L'un d'eux vient dans mon bureau et me tend une épreuve de l'article. Je lui dis merci, je lis le texte et vérifie qu'il n'y a plus de faute. Ensuite, je rapporte l'épreuve au service correction. Seulement, je ne sais plus qui me l'a apporté. Marianne souffre de prosopagnosie, un trouble de la reconnaissance des visages. Même reconnaître un collègue qu'elle voit tous les jours lui est difficile. Je fais le tour du service en regardant discrètement les écrans pour voir si mon article s'affiche sur l'un d'eux. Marianne sait qu'elle voit un visage, mais elle ne le reconnaît pas. J'aimerais savoir comment font les autres pour se reconnaître. Ma vie serait plus simple. C'est aussi dur pour moi d'arriver à comprendre ça que ça l'est pour un daltonien de distinguer le vert du rouge, même si on lui dit « Regarde, ça c'est rouge et ça c'est vert ». Une personne sur 50 est atteinte d'une forme de trouble de la reconnaissance des visages. Longtemps, Marianne n'a pas été consciente de sa maladie, parce qu'elle avait appris à identifier les gens autrement. Le psychologue David Wilkinson veut en savoir plus. Comment reconnaissez-vous les gens? Je me fie énormément aux cheveux. Mais quand les gens se les font couper ou teindre, ça ne marche plus, ou quand ils n'en ont pas. Sinon à la voix, la démarche, la façon dont ils se tiennent, marchent, aux lunettes, les barbes et les moustaches m'aident beaucoup. Vous semblez vous concentrer davantage sur les petits détails, les parties du visage. C'est une autre stratégie. Oui, je fais ça pour compenser le fait que je ne reconnais pas le visage. Je me dis, il doit bien y avoir sur ce visage un détail à retenir. Par exemple, j'ai remarqué que vous aviez une bosse sur le nez. Ça m'aidera peut-être à vous reconnaître la prochaine fois. Pour tester la stratégie de Marianne, nous lui avons demandé d'emmener sa fille à la patinoire et de chercher des visages familiers. Je ne reconnais personne dans cet océan de visages. Elle ne sait pas que l'un d'eux est celui du docteur David Wilkinson, avec qui elle a passé l'après-midi. Il est accompagné de Laura, une secrétaire du journal qu'elle voit tous les jours. De loin, elle ne remarque aucun détail qui pourrait l'aider. Et s'ils viennent un peu plus près? Une mère et ses filles? Non. David Wilkinson retire son bonnet. Finalement, il a recours à une pitrerie. Vous n'avez rien? Ce n'est pas vrai. Je te présente David, avec qui j'ai passé l'après-midi. Ravi de vous connaître. Et voici Evie. Je me demandais si vous alliez me reconnaître. Le plus drôle, c'est que je venais juste d'en parler. Qui est-ce?
Ce n'est pas Laura? Ce n'est que quand tu as avancé ton visage que j'ai vu la bosse sur ton nez. Les IRM du cerveau de personnes comme Marianne font apparaître des lésions sur la zone qui contrôle la perception des visages. L'aire fusiforme des visages est localisé à l'arrière de la tête. C'est dans cette zone que sont traitées les premières informations perçues par les yeux. Un cerveau sain analyse les proportions des yeux, du nez et de la bouche. Ensuite, il compare ce visage à tous les visages familiers stockés dans sa mémoire à long terme. L'aire fusiforme des visages est localisée à l'arrière de la tête. C'est dans cette zone que sont traitées les premières informations perçues par les yeux. Un cerveau sain analyse les proportions des yeux, du nez et de la bouche. Ensuite, il compare ce visage à tous les visages familiers stockés dans sa mémoire à long terme. Le processus tout entier se fait en une fraction de seconde. Il ne nous faut que 100 millisecondes pour reconnaître quelqu'un que nous avons déjà rencontré. Là encore, c'est une question de reconnaissance de forme, comme aux échecs. On doit identifier chacune des pièces. Mais le plus important pour un joueur d'échecs, c'est la façon dont il va appréhender la relation spatiale entre les pièces. Dans chaque cerveau se trouve une aire de traitement des visages. Mais notre environnement est fait de nombreuses formes complexes. Existe-t-il d'autres zones cérébrales dédiées à ces formes? Rares sont ceux qui perçoivent les formes aussi bien que Suzanne Polgar. Nous allons lui faire passer un IRM pour découvrir ce qui rend son cerveau si unique. Suzanne va enfin savoir en quoi son cerveau est parfaitement adapté aux échecs. Elle a rendez-vous à l'Université Columbia avec le professeur Joy Hirsch, spécialiste mondial des techniques d'imagerie cérébrale. D'entrée de jeu, les deux femmes sont d'accord sur un point. Ce n'est pas la taille qui fait la différence. Le cerveau de la femme est nettement plus petit que celui de l'homme. Mais nous savons que cela n'a aucune incidence sur l'intelligence. Absolument, on est d'accord là-dessus. Joy Hirsch va scanner le cerveau de Suzanne par IRM ou imagerie par résonance magnétique. À l'intérieur du scanner, on lui projette des images de quelques-uns des plus célèbres joueurs d'échecs au monde. Jusqu'ici, son cerveau réagit comme prévu. L'aire fusiforme des visages est fortement activée. Le cerveau de Suzanne possède-t-il une autre aire dédiée aux figures d'échecs? Maintenant, elle voit des diagrammes qui représentent des parties qu'elle a elle-même disputées, pour certaines durant son enfance à Budapest. On lui demande de considérer chaque diagramme comme une partie en cours et de prévoir son prochain coup. Voici les premières images d'un cerveau de champion jouant aux échecs. Leur comparaison avec les images de reconnaissance des visages conduit à une découverte étonnante. Ceci est la partie inférieure de votre cerveau, découpée en 4 tranches. Et ici, vous voyez l'aire fusiforme des visages. Suzanne se sert de la même zone pour les visages et les échecs. Chez vous, on ne peut pas différencier la zone des visages de celle des échecs. C'est la même. Le cerveau de Suzanne s'est approprié l'aire fusiforme des visages et l'a adapté aux échecs. Ce ne sont pas de nouveaux visages, mais des figures d'échecs qu'elle compare à l'immense bibliothèque de combinaisons inscrites dans sa mémoire à long terme.
Suzanne reconnaît une combinaison familière en 8/10 de seconde, soit presque aussi rapidement que le visage d'un vieil ami. Des années de formation intense pendant son enfance ont littéralement modelé le cerveau de Suzanne, ce qui semble confirmer la théorie de son père, convaincu que le génie pouvait se créer. Je pense, comme mon père, que le travail et les efforts assidus représentent la part la plus importante du processus. Avec le bon apprentissage, n'importe qui peut accomplir quasiment n'importe quoi. À 21 ans, la qualité et le nombre des victoires remportées par Suzanne contre des adversaires de haut niveau lui ont valu le titre officiel de grand maître. Elle est la première femme au milieu de 600 hommes. Sa sœur Judith la suit de près. Classée parmi les 15 meilleurs joueurs masculins, elle est aujourd'hui une candidate sérieuse au titre de championne du monde. Et l'histoire de la famille Polgar ne s'arrête pas là. Cette station touristique de Floride est le cadre inattendu du championnat des États-Unis catégorie enfants. Inspirées par les sœurs Polgar, de petites filles se mesurent maintenant aux garçons à égalité. Suzanne est captivée par une partie décisive entre deux enfants de 7 ans. Yash Pershad se bat pour le titre contre le fils de Suzanne, Tommy. C'est un battant et il est habitué aux longues parties. Je croise les doigts pour que ça se termine bien. Liam, 6 ans, sera le suivant. Suzanne se tient discrètement à distance et se familiarise avec une nouvelle forme de trac, celui d'une maman. J'ai gagné. Je suis premier. Il a bien joué presque jusqu'à la fin. Ensuite, il a fait plein d'erreurs. Il s'est mis en position d'être échec et mat en un coup. Et maintenant, je suis champion des États-Unis. Le champion national avec 6,5 points est Tommy Polgar. S'ils veulent devenir grands maîtres, Tommy et Liam n'auront pas à aller bien loin pour trouver le meilleur apprentissage qui soit. Mais ils devront travailler dur. Demain, nous allons nous amuser à Disney World. Après le tournoi, nous ferons une analyse détaillée des parties pour voir où il y a eu des erreurs et comment y remédier. Ces deux-là sont-ils eux aussi de futurs génies ? Né 1960, derrière le rideau de fer, la Hongrie vit encore sous le joug de l'Union soviétique. Les citoyens de Budapest travaillent dur pour joindre les deux bouts. La future reine des échecs n'est pas née princesse. Je suis venue au monde dans cette rue et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. La maison est encore là. Le mur le plus proche est celui de ma chambre. C'est là que j'ai appris à jouer aux échecs. La deuxième pièce était la chambre de mes parents et la salle de séjour. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Même si leurs conditions de vie à cette époque sont modestes, le père de Suzanne a une vision unique. Psychologue de formation, Laszlo Polgar est l'auteur d'une étude approfondie sur l'influence de l'éducation sur le génie. Wolfgang Amadeus Mozart, qui
qui composait à l'âge de 5 ans, semble être l'exemple classique de l'enfant né avec des dons extraordinaires. Mais László Polgár note que Mozart a reçu de son père Léopold, lui-même musicien accompli, un apprentissage précoce et inestimable. Il en conclut qu'une formation spécialisée est plus importante que les dons naturels, et il conçoit un projet étonnant pour vérifier la validité de sa théorie. Quand Suzanne Polgár naît en avril 1969, le projet pédagogique de la famille Polgár a déjà débuté. Le père a publié un livre intitulé « Le phénomène Polgár » ou « L'art de former des génies », dans lequel il affirme que le génie n'est pas inné, mais acquis. Il est écrit « Ce qui veut dire « Le génie résulte du travail et de circonstances favorables ». Les circonstances favorables sont le foyer heureux créé par László et sa femme Klára. Le travail sera garanti par László, qui fera lui-même l'éducation de sa fille à la maison. Mon père pensait que tous les enfants avaient un potentiel inexploité. Selon lui, aller à l'école ne m'apporterait pas grand-chose de plus. László veut former Suzanne aux mathématiques, mais c'est un heureux hasard qui finit par décider de son avenir. Un jour, en voulant dénicher un nouveau jouet dans un placard, en 1989, Judith remporte à 12 ans 8 tournois d'affilée. À 14 ans, Sofia anéantit 4 grands maîtres avec l'un des meilleurs scores de tous les temps. En les voyant assises devant l'échiquier, j'ai tout de suite senti qu'elles n'étaient pas comme les autres joueuses. Aujourd'hui encore, Suzanne impressionne. Comme ses sœurs, elle paraît jouer un nouveau coup aussi facilement qu'elle respire. On dirait qu'il y a une liaison directe entre leur cerveau et le doigt qui déplace la pièce. Le cerveau humain ne devrait pas être capable de choisir le meilleur coup. Il existe autour de 4 milliards de combinaisons possibles uniquement pour les 3 coups à venir. Seul un superordinateur peut faire ces calculs. Alors comment Suzanne arrive-t-elle à jouer à une telle cadence? Pour William Marston, la seule explication réside dans le fait que son cerveau exploite un savoir-faire très humain. Nous couvrons d'éloges les bons calculateurs, mais nous considérons comme allant de soi toutes sortes de facultés mentales intuitives. Le concept de l'intuition semble tenir davantage de la magie que de la science. Pour William Marston, en revanche, l'intuition est un talent particulier que possèdent de nombreux spécialistes de tous les domaines et que l'on peut expliquer. William Marston est psychologue de formation et ancien champion d'échecs du Royaume-Uni. Finalement, ce n'est pas si difficile. Mais aujourd'hui, il repart de zéro comme apprenti pompier. Il veut comparer ses talents de novice à ceux d'un sapeur-pompier aguerri, Lee Cork. D'abord, jetez un coup d'œil rapide à la fumée qui sort de là. Je vais entrer là-dedans? Oui. Ils vont devoir affronter un adversaire terrible. C'est le genre d'embrasement éclair qui a tué 5 pompiers. Ma femme a toujours dit que j'irai en enfer. Il n'a aucune expérience, mais il croit en la logique de son plan d'attaque. Il compte maîtriser un côté du feu, puis passer rapidement à l'autre. À gauche? Où il va? À droite? Raté. Mais il n'arrive à rien. Les flammes prennent des directions qu'il n'a pas prévues. Elles reviennent vers moi. Soulève. C'est instinctif. C'est ce talent qui distingue les champions des autres.
Suzanne est si douée qu'une zone de son cerveau pourrait être dédiée à la reconnaissance de formes. Grâce aux techniques modernes d'imagerie médicale, on va pouvoir l'identifier. Mais il y a un problème. Le cerveau est si complexe que trouver une structure donnée est une tâche quasi impossible. Sauf en cas de dysfonctionnement de l'activité cérébrale, qui met parfois les scientifiques sur la bonne voie. Rédactrice en chef adjointe du Times, le prestigieux journal britannique, Marianne Sigart est au sommet de sa profession. Mais elle ne sait pas reconnaître certaines formes familières. Chaque semaine, j'écris une rubrique qui est relue par un des nombreux correcteurs du journal. L'un d'eux vient dans mon bureau et me tend une épreuve de l'article. Je lui dis merci, je lis le texte et vérifie qu'il n'y a plus de faute. Ensuite, je rapporte l'épreuve au service correction. Seulement, je ne sais plus qui me l'a apporté. Marianne souffre de prosopagnosie, un trouble de la reconnaissance des visages. Même reconnaître un collègue qu'elle voit tous les jours lui est difficile. Je fais le tour du service en regardant discrètement les écrans pour voir si mon article s'affiche sur l'un d'eux. Marianne sait qu'elle voit un visage, mais elle ne le reconnaît pas. J'aimerais savoir comment font les autres pour se reconnaître. Ma vie serait plus simple. C'est aussi dur pour moi d'arriver à comprendre ça que ça l'est pour un daltonien de distinguer le vert du rouge, même si on lui dit « Regarde, ça c'est rouge et ça c'est vert ». Une personne sur 50 est atteinte d'une forme de trouble de la reconnaissance des visages. Longtemps, Marianne n'a pas été consciente de sa maladie, parce qu'elle avait appris à identifier les gens autrement. Le psychologue David Wilkinson veut en savoir plus. Comment reconnaissez-vous les gens? Je me fie énormément aux cheveux. Mais quand les gens se les font couper ou teindre, ça ne marche plus, ou quand ils n'en ont pas. Sinon à la voix, la démarche, la façon dont ils se tiennent, marchent, aux lunettes, les barbes et les moustaches m'aident beaucoup. Vous semblez vous concentrer davantage sur les petits détails, les parties du visage. C'est une autre stratégie. Oui, je fais ça pour compenser le fait que je ne reconnais pas le visage. Je me dis, il doit bien y avoir sur ce visage un détail à retenir. Par exemple, j'ai remarqué que vous aviez une bosse sur le nez. Ça m'aidera peut-être à vous reconnaître la prochaine fois. À point. À point. Le risotto noir. Un risotto noir. Ensuite, je prendrai les gnocchis. Combien de commandes sa mémoire de travail va-t-elle pouvoir gérer? Je récapitule. La vodka, le risotto noir avec l'arrêt, une bière avec les gnocchis, le bœuf à point, un risotto noir, un bar avec un gin tonic. Vincente paraît avoir retenu plus de 7 éléments. Un pinot grigio avec le foie gras, votre bœuf à point, un verre de sauvignon, le risotto noir et la lotte. Pour madame, un verre de pinot grigio, les gnocchis et le Saint-Pierre, et 2 bouteilles d'eau. Parfait, merci. 23 éléments à retenir. Impressionnant. Comme Suzanne, Vincente semble dépasser les capacités habituelles de la mémoire de travail. Le bœuf à point. Comment fait-il? Je suis très impressionné. J'aimerais comprendre comment vous avez fait. Savez-vous par quel client ou par où vous allez commencer? Oui, je préfère commencer par ma gauche. Dans l'ordre, d'abord la femme brune qui porte un chemisier blanc et un jean. Puis la blonde avec les cheveux presque blancs. Elle n'avait pas l'air sûre de ce qu'elle voulait commander. Vincente n'a pas mémorisé les 23 éléments individuellement. Il a fusionné les informations de manière à obtenir 7 blocs qui seront plus facilement gérés par sa mémoire de travail. J'associe la personne, les dates et le numéro. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça forme un tout. Il forme une image mentale de chaque client, puis il y accole sa commande.
Cette technique, connue des spécialistes de tous les domaines, est appelée mémorisation par bloc. C'est comme avec les numéros de téléphone. L'un des plus faciles que j'ai eu était le 492 1 492. 1492, c'est l'année où Christophe Colomb a découvert l'Amérique. À partir de là, je n'avais plus à me rappeler les chiffres individuellement. Les 4 chiffres fusionnés étaient extraits de ma mémoire sous la forme d'un seul nombre. Sir Peter MacLeod est ici pour savoir si, de temps en temps, les hommes pourraient bien avoir raison. Il existe de nombreuses idées reçues sur les stratégies différentes de l'homme et de la femme pour résoudre un problème. Certaines pourraient être fondées sur des préjugés, mais on s'est rendu compte que les mêmes stéréotypes circulaient dans toutes les cultures. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu. 10 filles et 10 garçons vont tenter d'atteindre la statue au centre du labyrinthe. Leur premier objectif est de trouver le pont de bois qui donne une vision d'ensemble du dessin. C'est ici que MacLeod et les enfants vont faire le point. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très dur. Tu reconnais des endroits? Où es-tu déjà allé? J'ai contourné le truc là-bas avec les zigzags. Ensuite, je suis venu ici. Je me souviens de presque tous les tournants que j'ai pris. Les garçons ont une meilleure vue d'ensemble. Ils se rappellent où ils sont passés et où ils doivent maintenant aller. Je dois continuer dans cette direction. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Je tourne à droite. Non, à gauche. Oh là là. Le cerveau est divisé en 2 hémisphères, le gauche et le droit. Leur fine surface, le cortex, est le siège de la pensée. Chez l'homme, le cortex de l'hémisphère droit, qui gouverne la maîtrise de l'espace, est plus épais. C'est pourquoi l'on pense que les garçons développent une meilleure stratégie spatiale. Ils forment une image mentale du labyrinthe tout entier, qu'ils lisent comme une carte. Puis ils déterminent l'endroit où ils se trouvent à partir d'un point de référence comme le soleil et font pivoter leur carte mentale pour décider où ils se dirigeront ensuite. Les garçons de l'équipe, qui ont une meilleure perception spatiale, auront moins de mal que les filles à trouver leur chemin dans le labyrinthe. À droite. Les filles vont-elles réfléchir de la même manière? Tu serais capable de faire un plan du labyrinthe en sortant? Non. Non? Tu te souviens de quoi? De l'endroit où il y a tous les cercles. On va de cercle en cercle. Tu visualises les cercles, c'est ça? Oui. Les filles s'attachent moins à la vision d'ensemble. Ce qu'elles remarquent, ce sont les détails. Je sais où aller maintenant. Une fois que je serai sortie des cercles. Des haies circulaires reconnaissables leur servent de point de repère. Comment certaines personnes prennent des décisions de vie et de mort plus vite qu'un superordinateur ou font des prouesses de mémoire dans leur profession. Et pourquoi, dans la lutte des sexes, le cerveau d'une fille peut être plus habile que celui d'un garçon. Je suis persuadée que l'on peut réussir tout ce que l'on veut, si on s'y consacre vraiment. Personne ne peut arrêter le cerveau de Suzanne. Et son adversaire n'est pas assez rapide. Il est le dernier d'une longue série de victimes célèbres. Suzanne a affronté les plus grands champions, comme Garry Kasparov, Anatoly Karpov et même le célèbre Bobby Fischer. Mais le génie de Suzanne n'est pas un accident de naissance. Elle a été une enfant de 4 ans comme les autres, dont la vie a été changée par une éducation exceptionnelle.
Suzanne Polgar a grandi dans un univers très différent de celui de New York. À la fin des années 1960, derrière le rideau de fer, la Hongrie vit encore sous le joug de l'Union soviétique. Les citoyens de Budapest travaillent dur pour joindre les deux bouts. La future reine des échecs n'est pas née princesse. Je suis venue au monde dans cette rue et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. La maison est encore là. Le mur le plus proche est celui de ma chambre. C'est là que j'ai appris à jouer aux échecs. La deuxième pièce était la chambre de mes parents et la salle de séjour. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Même si leurs conditions de vie à cette époque sont modestes, le père de Suzanne a une vision unique. Psychologue de formation, László Polgár est l'auteur d'une étude approfondie sur l'influence de l'éducation sur le génie. Wolfgang Amadeus Mozart, qui composait à l'âge de 5 ans, semble être l'exemple classique de l'enfant né avec des dons extraordinaires. Mais László Polgár note que Mozart a reçu de son père Léopold, lui-même musicien accompli, un apprentissage précoce et inestimable. Il en conclut qu'une formation spécialisée est plus importante que les dons naturels, et il conçoit un projet étonnant. Comment Suzanne reconnaît-elle les figures d'échecs? Pour elle, ce sont de vieilles amies, implantées dans son cerveau pendant son enfance. Enfant, Suzanne Polgár a vécu dans cette cité de Budapest. On y est presque. Le minuscule appartement familial est une usine de production où le cerveau de Suzanne est façonné pour les échecs. Les locataires actuels ne savent pas qu'un génie a formé ses premiers souvenirs entre ses murs. Rien n'a changé. Le téléphone était là. Quand on a enfin eu notre premier téléphone, on l'a posé là. Et ici, c'était le salon. C'est ici que Suzanne a fourni le plus gros effort de sa vie, jusqu'à 6 heures par jour. J'avais un mur entier de livres sur les échecs, une collection de 4 à 5 000 titres. J'avais même un catalogue de 200 000 parties qu'on avait découpées à la main dans divers magazines spécialisés et journaux, et triés par ouverture et par joueur. C'est ce travail de titan qui a permis à Suzanne, durant toute son enfance, de graver les secrets complexes des échecs dans sa mémoire. Le nombre de combinaisons possibles est comparable au nombre d'atomes dans l'univers. Mais les figures d'échecs représentent l'ordre dans le chaos. Les mêmes figures, bien que petites, apparaissent encore et encore dans différents jeux. Elles sont le vocabulaire de base de la langue des échecs. La majorité des enfants de 10 ans ne connaissent que 10 000 mots. Au même âge, Suzanne apprenait 100 000 figures d'échecs. Ce processus va transformer la physiologie de son cerveau. Lorsqu'elle est constamment répétée, l'information passe de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. La mémoire de travail ne conserve les éléments que pendant quelques secondes. Au-delà, les connexions électriques meurent et c'est l'oubli. Dans la mémoire à long terme, la répétition des courants électriques stimule les neurones et entraîne la formation de nouvelles connexions permanentes. L'information mémorisée est maintenant inscrite dans le cerveau, où elle sera conservée toute la vie. Comme celle de tout un chacun, la mémoire à long terme de Suzanne a stocké des visages et des expériences. Tout seul, oui, si Suzanne avait choisi d'étudier la musique ou les sciences. Mais consacrer son enfance aux échecs a rendu la quête du génie bien plus difficile pour une raison
et une seule. Au début des années 1970, le monde des échecs est dominé par les hommes. Quelques-uns des plus grands joueurs au monde pensent que le cerveau de la femme est inadapté à ce jeu. Une petite fille est sur le point de leur donner tort. Le parc de Blenheim Palace, dans le comté de l'Oxfordshire. Il abrite l'un des plus grands labyrinthes végétaux au monde. Pour en sortir, il faut un solide sens de l'orientation, éternel sujet de discorde entre hommes et femmes. Comme chacun sait, l'homme ne demande jamais son chemin. Il croit qu'il saura mieux qu'une femme comment aller d'un point A à un point B. Le professeur Peter MacLeod est ici pour savoir si, de temps en temps, les hommes pourraient bien avoir raison. Il existe de nombreuses idées reçues sur les stratégies différentes de l'homme et de la femme pour résoudre un problème. Certaines pourraient être fondées sur des préjugés, mais on s'est rendu compte que les mêmes stéréotypes circulaient dans toutes les cultures. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu. 10 filles et 10 garçons vont tenter d'atteindre la statue au centre du labyrinthe. Leur premier objectif est de trouver le pont de bois qui donne une vision d'ensemble du dessin. C'est ici que MacLeod et les enfants vont faire le point. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très dur. Tu reconnais des endroits? Où es-tu déjà allé? J'ai contourné le truc là-bas avec les zigzags. Ensuite, je suis venu ici. Je me souviens de presque tous les tournants que j'ai pris. Les garçons ont une meilleure vue d'ensemble. Ils se rappellent où ils sont passés et où ils doivent maintenant aller. Je dois continuer dans cette direction. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Je tourne à droite. Non, à gauche. Oh là là. Le cerveau est divisé en 2 hémisphères, le gauche et le droit. Leur fine surface, le cortex, est le siège de la pensée. Chez l'homme, plus célèbre joueur d'échecs au monde. Jusqu'ici, son cerveau réagit comme prévu. L'aire fusiforme des visages est fortement activé. Le cerveau de Suzanne possède-t-il une autre aire dédiée aux figures d'échecs? Maintenant, elle voit des diagrammes qui représentent des parties qu'elle a elle-même disputées, pour certaines durant son enfance à Budapest. On lui demande de considérer chaque diagramme comme une partie en cours et de prévoir son prochain coup. Voici les premières images d'un cerveau de champion jouant aux échecs. Leur comparaison avec les images de reconnaissance des visages conduit à une découverte étonnante. Ceci est la partie inférieure de votre cerveau, découpée en 4 tranches. Et ici, vous voyez l'aire fusiforme des visages. Suzanne se sert de la même zone pour les visages et les échecs. Chez vous, on ne peut pas différencier la zone des visages de celle des échecs. C'est la même. Le cerveau de Suzanne s'est approprié l'aire fusiforme des visages et l'a adapté aux échecs. Ce ne sont pas de nouveaux visages, mais des figures d'échecs qu'elle compare à l'immense bibliothèque de combinaisons inscrites dans sa mémoire à long terme. Suzanne reconnaît une combinaison familière en 0,8 de seconde, soit presque aussi rapidement que le visage d'un vieil ami. Des années de formation intense pendant son enfance ont littéralement modelé le cerveau de Suzanne, ce qui semble confirmer la théorie de son père, convaincu que le génie pouvait se créer.
Je pense, comme mon père, que le travail et les efforts assidus représentent la part la plus importante du processus. Avec le bon apprentissage, n'importe qui peut accomplir quasiment n'importe quoi. À 21 ans, la qualité et le nombre des victoires remportées par Suzanne contre des adversaires de haut niveau lui ont valu le titre officiel de grand maître. Elle est la première femme au milieu de 600 hommes. Sa sœur Judith la suit de près. Classée parmi les 15 meilleurs joueurs masculins, elle est aujourd'hui une candidate sérieuse au titre de championne du monde. Et l'histoire de la famille Polgar ne s'arrête pas là. Cette station touristique de Floride... Tu te souviens de quoi? De l'endroit où il y a tous les cercles. On va de cercle en cercle. Tu visualises les cercles, c'est ça? Oui. Les filles s'attachent moins à la vision d'ensemble. Ce qu'elles remarquent, ce sont les détails. Je sais où aller maintenant. Une fois que je serai sortie des cercles... Des haies circulaires reconnaissables leur servent de point de repère. Filles et garçons utilisent leur cerveau droit pour s'orienter. Mais chez les filles, le corps calleux, qui réunit les deux hémisphères du cerveau, est plus développé. C'est pourquoi elles se servent aussi de leur hémisphère gauche, lieu du langage et du raisonnement. Plutôt que de voir le labyrinthe dans son ensemble, elles concentrent leur attention sur des caractéristiques qu'elles peuvent décrire avec des mots, comme les haies circulaires. Les filles s'orientent en suivant une succession de lignes qui relient un point de repère à un autre. Mais sans vue d'ensemble du labyrinthe, elles risquent de ne pas les retrouver et se perdre. C'est énervant. Les filles ont plus de mal à s'orienter dans ce labyrinthe car il a peu de caractéristiques visuelles. Toutes les haies se ressemblent. On distingue des formes, mais aucun endroit précis ne reste en mémoire. Les scientifiques constatent invariablement que les garçons arrivent en tête dans ce type de labyrinthe, grâce à leur carte mentale. J'y suis. Lorsque les points de repère sont plus visibles, ce sont les filles qui gagnent. Mais aujourd'hui, elles doivent se contenter de la seconde place. Je l'ai trouvé. Au début des années 70, il va de soi que les échecs demandent aussi une façon de penser masculine. Pour réussir aux échecs, comme pour sortir d'un labyrinthe, il faut se faire une représentation spatiale de l'échiquier et des pièces. Mais c'était avant Suzanne Polgar. Alors qu'elle n'est encore qu'une petite fille, son père cherche à démontrer que les différences cérébrales entre hommes et femmes n'ont aucune importance. L'homme et la femme n'ont pas le même cerveau. Ils pensent différemment. Je ne le conteste pas. Cela ne veut pas dire que le sexe masculin ou féminin soit supérieur à l'autre. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Nous ne sommes pas tous obligés d'agir et de penser de la même manière pour réussir. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Quelques mois après lui avoir appris à jouer aux échecs, Laszlo emmène sa fille dans le club le plus prestigieux de Budapest, Voros Meteor. Suzanne va se heurter à l'opposition des hommes à plus d'un titre. Dans chaque cerveau se trouve une aire de traitement des visages. Mais notre environnement a fait de nombreuses formes complexes. Existe-t-il d'autres zones cérébrales dédiées à ces formes? Rares sont ceux qui perçoivent les formes aussi bien que Suzanne Polgar. Nous allons lui faire passer un IRM pour découvrir ce qui rend son cerveau si unique. Suzanne va enfin savoir en quoi son cerveau est parfaitement adapté aux échecs. Elle a rendez-vous à l'Université Columbia avec le professeur Joy Hirsch, spécialiste mondial des techniques d'imagerie cérébrale. D'entrée de jeu, les deux femmes sont d'accord sur un point. Ce n'est pas la taille qui fait la différence. Le cerveau de la femme est nettement plus petit que celui de l'homme.
Mais nous savons que cela n'a aucune incidence sur l'intelligence. Absolument, on est d'accord là-dessus. Joy Hirsch va scanner le cerveau de Suzanne par IRM ou imagerie par résonance magnétique. À l'intérieur du scanner, on lui projette des images de quelques-uns des plus célèbres joueurs d'échecs au monde. Jusqu'ici, son cerveau réagit comme prévu. L'aire fusiforme des visages est fortement activé. Le cerveau de Suzanne possède-t-il une autre aire dédiée aux figures d'échecs? Maintenant, elle voit des diagrammes qui représentent des parties qu'elle a elle-même disputées, pour certaines durant son enfance à Budapest. On lui demande de considérer chaque diagramme comme une partie en cours et de prévoir son prochain coup. Voici les premières images d'un cerveau de champion jouant aux échecs. Leur comparaison avec les images de reconnaissance des visages conduit à une découverte étonnante. Ceci est la partie inférieure de votre cerveau, découpée en 4 tranches. Et ici, vous voyez l'aire fusiforme des visages. Suzanne se sert de la même zone pour les visages et les échecs. Chez vous, on ne peut pas différencier la zone des visages de celle des échecs. C'est la même.